à tous, bienvenue sur ce petit live tuto. Aujourd'hui on va pouvoir parler de 3 sujets, donc en premier l'idée, ensuite on va parler du traitement et enfin du scénario, donc avec le logiciel Celtx. Voilà, c'est essentiellement pour ça que vous êtes venus, mais du coup je préfère préciser un petit peu le programme de ce soir, comme ça en plus vous verrez que c'est dans un ordre chronologique et puis en plus c'est assez complémentaire, donc voilà. Alors on va commencer un petit peu par l'idée. Parce que souvent, bah voilà, pour faire un film, il faut avoir des idées. Et c'est vrai que souvent on se dit, bah c'est quoi finalement avoir des idées? C'est justement partir d'un point de départ. Un point de départ, c'est quoi? C'est genre, est-ce qu'on parle d'un personnage? Est-ce qu'on parle d'une situation? Est-ce qu'on parle d'un lieu? Quand on parle d'un personnage, je vais prendre une série qui va parler, je pense, un peu à tout le monde, même si vous l'avez pas vu, c'est Breaking Bad. Breaking Bad, le créateur, donc Vince Gilligan, est parti d'un personnage, celui de Walter White. Il s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça serait un père de famille classique, vraiment lambda, qui devient peu à peu un baron de la drogue. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment son idée de base. C'est-à-dire, genre, j'ai besoin d'un personnage avec vraiment des vraies problématiques qui vont se créer autour de ce personnage. Et à ça, après, il a greffé donc sa famille, son acolyte, donc Jesse Pinkman. Et c'est comme ça que la série est née, en fait. Donc voilà, ça par exemple, c'est pour donner une illustration de ce que c'est de partir d'un personnage. Après, vous pouvez aussi partir d'un lieu. Ça, c'est très connu. Vous avez, je pense, plein de vues pour certains des films d'horreur où justement on a une maison hantée. Je pense à Amityville, je pense à Conjuring, Insidious. Voilà, ce sont des lieux qui viennent presque des personnages en fait, vraiment à part entière quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un postulat à cette base. C'est je vais me baser sur cette maison hantée et dedans, il va y avoir une famille qui va arriver, il va se passer plein de choses. Et donc voilà, ça c'est par exemple aussi un postulat de départ. Et aussi, vous avez bien sûr la situation. Et là, je vais reprendre de Robert McKee, donc, qui a écrit un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Story, dans lequel d'ailleurs j'ai pioché deux, trois trucs que je vais expliquer ce soir. Et là, pour le coup, on parle d'une situation, c'est le fameux et si. Et si on prend par exemple un homme assis sur un banc dans un parc, à côté de lui, il y a un téléphone portable et ce téléphone portable, bah, il est pas à lui, hein, visiblement. Et si dans ce téléphone portable, il y avait genre, par exemple, je sais pas, un crime filmé dans ce téléphone? Ou est-ce que, par exemple, ce téléphone portable recèle justement un secret d'État? Ou est-ce que dans ce téléphone portable, ça appartenait à quelqu'un qui a été kidnappé? Et donc le héros qui, à la base, était juste quelqu'un qui passait un peu de bon temps sur son banc, se retrouve à être pris dans une histoire de dingue, en fait. Les idées, c'est vrai que faut toujours se poser la question «et si?». Et c'est vrai que si vous posez déjà cette question, c'est déjà pas mal. Mais partez toujours de quelque chose. Et toujours essayer de voir aussi des gens à qui il est arrivé des histoires. Parce que souvent, dans les discussions de bar qu'on peut avoir avec des amis, des fois on croise des gens qui vous racontent leur histoire. Et souvent, bah, il y a aussi des choses très intéressantes, des choses qui peuvent aussi vous servir pour nourrir une histoire. C'est ça. Comme tu dis Clément, après ça dépend aussi du thème imposé. C'est vrai que si vous faites un film, ça dépend si vous le faites de votre côté ou vous le faites dans le cadre d'un festival. Et là par contre c'est très différent parce que vous avez un thème. Et là pour le coup ça peut vous donner un cadre, mais ça peut aussi être une source on va dire, de problématique parce que le thème ne peut ne pas vous convenir ou vous plaire en fait, tout simplement. On va pouvoir parler maintenant du traitement. Parce que souvent les gens se disent, ok, j'ai une idée, donc je vais faire un scénario. Et ça, à mon sens, pour moi, c'est une erreur. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est important de faire un traitement avant de faire un scénario. Alors, c'est quoi un traitement? Un traitement, c'est l'équivalent de 1 à 2 pages. C'est un résumé non dialogué de votre film. Donc là, vous avez tout, toutes les étapes. Le début, le milieu, la fin. Vous avez vraiment, c'est pas un synopsis, c'est vraiment un résumé non dialogué, c'est-à-dire que s'il y a des personnages qui discutent et qui délivrent un certain nombre d'informations aux spectateurs, vous les notez, mais par contre, vous n'écrivez pas les dialogues, et vous faites 1 à 2 pages parce que c'est à peu près l'équivalent pour un court métrage. Après, il faut savoir que pour un long métrage, forcément, le traitement est plus long.
Ça, vous le faites sur un traitement de texte. Pour le coup, il y a rien de plus simple, hein. Vous n'utilisez pas un logiciel spécifique. Là, vous pouvez utiliser Word, OpenOffice, enfin ce que vous avez sous la main. Et vous faites à peu près avec une police 10 en Time New Roman ou en Arial. Et vous écrivez justement le traitement. Donc vous racontez tout de A à Z. Et ce traitement, justement, vous allez voir qu'il va être très utile. Ce traitement, il va falloir le faire lire autour de vous. Donc à votre entourage, des gens de confiance, hein, si possible. Pas pour avoir un retour critique. Non, est-ce que c'est cohérent, en fait, tout simplement. Le faire lire à votre famille, à votre conjoint, ou j'en sais rien, c'est forcément une manière de pouvoir tester un petit peu, est-ce que le film est cohérent de A à Z. En fait, il faut savoir qu'un traitement, il faut qu'il soit lu et compris, à la fois par une grand-mère de 80 ans qu'une enfant de 5 ans. Voilà, c'est ça en fait le traitement, c'est qu'il faut que ça soit compris par tout le monde. Par exemple, si à un moment on vous pointe du doigt, on dit mais là ça je comprends pas, pourquoi il fait ça le personnage ou pourquoi il arrive ça? Ah oui, parce que je l'ai pas mis, je l'ai pas noté en fait. Donc il faut que je corrige. Donc vous corrigez et vous améliorez votre traitement jusqu'à que les gens comprennent vraiment votre film de A à Z. Ce traitement, il sera pas du tout lu par qui que ce soit d'autre. C'est juste une base de travail. Après ça, vous allez pouvoir le mettre à côté et pouvoir vous lancer dans le scénario. Voilà. En gros, c'est ça. Un traitement, c'est vraiment, ou on appelle ça aussi des fois, il y en a qui appellent ça un résumé dialogué. C'est vraiment une base de travail qui va vous permettre ensuite de pouvoir écrire le scénario. On va pouvoir justement se lancer dans le logiciel. Donc, je me place ici. Welcome to Celtics. Alors, vous allez me dire pourquoi utiliser Celtics? Pourquoi pas utiliser un traitement de texte ou pourquoi ne pas utiliser d'autres logiciels? Alors, il faut savoir que j'ai testé moi avant Final Draft. Et Final Draft, c'est un logiciel qui est utilisé par tous les réalisateurs américains, même français, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Après, le problème de Final Draft, c'est qu'il est en anglais. Voilà, il a été traduit, mais avec une traduction qui est comment dire, pas tout à fait exact. Et moi, je trouve qu'il est pas très intuitif. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour Celtics. Et depuis, d'ailleurs, moi, j'ai arrêté Final Draft et je suis passé sur Celtics parce que je le trouve un peu plus complet. Il faut savoir que Celtics, c'est un logiciel qui est là, pour le coup, complètement gratuit. Vous allez voir qu'en fait, utiliser un logiciel de scénario, c'est pas pour embêter les gens, hein, parce que clairement, c'est sûr qu'on a déjà plus de facilité à être sur un traitement de texte. Mais vous allez voir que si vous avez déjà des petites habitudes sur Word, sur OpenOffice, vous ne serez pas complètement largué, parce que ça reste quand même un logiciel de traitement de texte, mais qui a un format particulier, qui a un format justement spécifique, avec vraiment une mise en page vraiment qui est formelle, qui est universelle, et qui est utilisée justement par toutes les personnes qui lisent et qui reçoivent des scénarios. Voilà. Donc ça, souvent, c'est un cas qu'on a tendance à un peu oublier, et ce qui est un peu embêtant parce que ça force à télécharger un logiciel et pouvoir s'en servir, c'est que la plupart des gens, ils connaissent vraiment un format type de scénario. Voilà, parce qu'il y a une mise en page particulière, il y a une police d'écriture particulière et il y a un formatage particulier, en fait, pour chacun des éléments qu'on va parler après dans le vif du sujet. Donc voilà, c'est pour ça que pourquoi écrire sur un logiciel de scénario? Parce que en fait, une personne, donc les personnes qui vont lire votre scénario, ça va être qui? Ça va être un producteur, ça va être aussi les acteurs, actrices, mais il y aura personne d'autre en fait qui vont lire vraiment le scénario. Là après, les personnes de l'équipe technique, eux, ils vont plus lire le découpage technique dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et des fois, ça peut être punitif parce que des acteurs ou des actrices qui ont l'habitude de recevoir des scénarios, s'ils voient qu'il y a un format qui ne leur plaît pas, ils peuvent ne pas vous lire. Et c'est pareil pour un producteur. Un producteur, déjà que des fois, rien qu'avec le pitch, le scénario, il peut terminer directement à la poubelle sans avoir été lu. Mais si en plus, le producteur se rend compte, par exemple, que votre film n'est pas dans un bon format, bah, ça sera aussi un motif de refus. Je sais, c'est un peu strict, c'est un peu punitif, mais c'est vrai que c'est quand même comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important de passer par cette six. Donc, comme vous pouvez voir ici dans les modèles qui sont présents, vous avez film, scénario AV, théâtre, pièce radiophonique, storyboard, bande dessinée et nouvelle. Voilà. Donc ça, encore une fois, moi je serais tenté de cliquer sur scénario. Et en fait, là, en ayant testé un peu les deux avant de démarrer le live, je me suis rendu compte que le scénario avait moins d'éléments
présent dedans. Donc, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur film. Donc, vous allez cliquer sur film et on va arriver sur le logiciel que voici. Donc, au centre, vous avez votre scénario et après, je vous expliquerai un petit peu quels sont les éléments qui sont présents à gauche et à droite du scénario. Alors, c'est très simple. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui vous permet de changer. Les boîtes de dialogue sont les suivantes, c'est-à-dire on a en tête, action, personnage, dialogue, indication et texte. Voilà. Vous allez voir qu'il y a transition et valeur de plan, mais on ne va pas en parler ce soir parce que moi, concrètement, je ne les utilise pas. Et il faut savoir qu'un scénario, ça reste une histoire racontée, racontée de manière technique, mais il ne s'agit pas il ne faut pas faire apparaître en fait des éléments techniques, du genre une subjectivité où la caméra se rapproche de votre personnage. Non, c'est vous contez une histoire. Vous contez avant tout une histoire. Alors vous n'êtes pas obligé par contre de faire des grands mots. Hein, il ne s'agit pas de faire de la prose ou bien écrire. Non, faut juste raconter votre histoire de façon très terre à terre, très classique en fait. Alors vous pouvez faire des petites figures de style, mais c'est pas forcément très utile parce que là on est là pour raconter une histoire, pour raconter ce qui se passe à l'image. C'est vraiment de l'écriture à l'image. Donc qu'est-ce que c'est l'en-tête? L'en-tête, c'est la scène, les scènes et les séquences. Voilà. Je sais qu'eux, ils ont mis en tête. C'est un peu bête parce que, en fait, pour moi, c'est l'équivalent de scène-séquence. Voilà. Je vais assez rapidement vous expliquer c'est quoi, en fait, la différence entre une scène et une séquence. Donc, une séquence, c'est une unité d'action. Alors, quand est-ce qu'on peut, on va dire, découper son film en séquences? Parce que oui, un film, ça se découpe. Je pense que vous avez tous lu un livre dans votre vie, c'est découpé en chapitres. Et bien sachez qu'un scénario, c'est découpé en séquences ou en scènes. Voilà. Alors pourquoi utiliser la séquence? C'est plutôt quand vous avez un seul et même lieu. Et justement, vous allez changer de séquence au moment où il se passe 5 minutes plus tard, un jour plus tard, 2 jours plus tard. Et bien ça équivaut à un changement de séquence. Pareil, vous avez un flashback au milieu de votre film, vous avez un flash forward, donc une vision du futur. Et ben ça équivaut aussi à un changement de séquence. Voilà. Donc c'est vrai que le découpage en séquence est beaucoup plus adapté pour des films en huis clos avec vraiment un seul lieu. Voilà. Là, on va commencer à parler de découpage en scène, c'est parce qu'on a plusieurs lieux. Découpage scénique, donc vraiment, c'est une unité de lieu. C'est-à-dire que quand on va changer de lieu, on va changer de scène. Donc, si vous les découpez en scène, vous changez juste de scène dès que vous changez de décor. Et si vous avez un seul et même lieu et qu'il y a des ellipses temporelles qui se glissent ou des flashbacks ou des flash-forward, vous aurez un découpage en séquence. Voilà. Donc là, c'est libre à vous, c'est un peu en fonction de votre film. Soit vous découpez en séquence, soit vous découpez en scène. Donc, ici, vous allez mettre scène. Donc moi, souvent, je mets SC. Vous pouvez mettre scène ou SQ pour séquence. Voilà. C'est ici que justement, vous allez mettre la première scène. Donc, un scénario, ça raconte votre film de A à Z, du début à la fin. C'est comme si vous lancez sur Play un film et que là, vous voyez le film se dérouler, mais sous forme de texte. Voilà. Donc, il n'y a pas d'avant, d'après. Non, ça, c'est la première scène. C'est genre, il y a eu un générique juste avant. Et là, le film s'ouvre sur cette scène-là. Donc là, vous allez chiffrer votre scène. Donc, on est SC1. Voilà. Ça, c'est pour marquer le début de la scène. Ensuite, vous allez écrire le nom du décor. Donc, par exemple, imaginons, je ne sais pas, ça se passe dans un parc. Là, vous marquez parc, tout simplement. Vous mettez un petit espace. Vous mettez un tiré du 6. Vous remettez un espace. Et là, vous allez mettre la temporalité. C'est-à-dire à quel moment se passe votre scène. Est-ce que ça se passe la nuit? Est-ce que ça se passe le jour, la tombée de la nuit? Est-ce que ça se passe aux aurores, au crépuscule? Voilà, il faut expliquer à quel moment se passe votre film. Parce qu'un parc, ça reste un parc, mais à quel moment se passe votre action? Donc là, imaginons, bah voilà, moi, mon action se passe de nuit. Donc là, vous marquez la temporalité, vous rappuyez sur Entrée, et comme vous pouvez voir ici, dans la boîte de dialogue, ça a changé. Ça a changé parce d'un coup, on est passé de en tête à action. Donc c'est quoi l'action? L'action, c'est la description de la scène. Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que font les personnages? Qu'est-ce qu'on voit à l'image, en fait? C'est une sorte de... On raconte un peu de manière un petit peu extérieure, un peu comme une sorte de narrateur omniscient, qu'est-ce qui se passe dans la scène. Donc là, moi, je vais raconter le personnage de Lionel. Lionel est assis sur un banc et lit le journal. Voilà. Une description très simple, hein. Bien sûr, vous pouvez donner un peu plus de description sur le lieu, mais là, clairement, c'est on identifie qu'il y a un personnage qui s'appelle Lionel, on sait où il est sur un banc dans un parc, et il est en train de lire un journal. Voilà. Ça, c'est une action, c'est décrit. Voilà, tout simplement. Donc, sachez que vous allez décrire jusqu'à qu'il y ait un personnage qui parle. N'oubliez pas que tant que le personnage n'a pas parlé, considérez que justement, vous pouvez continuer à décrire l'action. Mais une fois qu'un personnage se met à parler, là pour le coup, vous allez cliquer dans la boîte de dialogue ici sur personnage. Parce que oui, quand on écrit un dialogue, on doit identifier en fait le personnage qui va parler. Voilà, qui parle. Il faut savoir que ça peut être aussi bien une voix off, un narrateur, un personnage, une créature, enfin peu importe. Il faut identifier qui parle. Donc là, je vais mettre Lionel parce que c'est lui qui parle. Là, vous avez donc mis le nom de votre personnage. Vous appuyez sur Entrée. Comme vous pouvez voir, dans la boîte de dialogue, on est passé sur Dialogue, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui va souvent suivre un personnage, ça va toujours être un dialogue. C'est pour ça que le logiciel de lui-même bascule sur dialogue une fois que vous avez inscrit un personnage, qui facilite un petit peu plus la tâche. Je sais pas, on va dire que Lionel regarde les infos, enfin les articles, et il voit que le monde va très mal, et là il lâche un putain. Parce que, bah voilà, il est vénère, et donc il lit le journal, il est pas content, et donc il lâche un putain. Oui, je sais, c'est pas très fin, mais là c'est un petit peu pour essayer d'être un peu concis dans l'explication. Quand vous allez rappuyer sur Entrée, vous allez voir que de nouveau, le logiciel vous fait basculer sur personnage. Pourquoi? Parce que souvent, dans un dialogue, il y a souvent plusieurs personnages qui parlent. Et donc, pour vous faciliter la tâche, on repasse sur personnage parce que peut-être qu'il y a un autre personnage qui va lui parler. Et donc, forcément, ça vous facilite la tâche pour pouvoir passer d'un personnage à l'autre en faisant les dialogues. Vous allez avoir aussi un autre truc très important dans la boîte de dialogue. Alors, je sais que tout le monde ne l'utilise pas. Moi, j'avoue que j'ai tendance à quand même pas mal l'utiliser. C'est indication. Et moi, indication, j'ai tendance à le mettre après le personnage. Plutôt que mettre dialogue, je vais mettre indication. Pourquoi? Parce que l'indication, ça va donner l'humeur, le tempérament de votre personnage. Parce que quand justement vous mettez des indications de l'humeur, du tempérament de votre personnage, ça permet à l'acteur ou à l'actrice de comprendre dans quel mood est son personnage en fait. Donc si par exemple là, euh, Lionel il est énervé, c'est-à-dire qu'il lâche un putain, ou alors est-ce qu'il dit un peu dépité, putain. Donc là je vais mettre dépité, voilà. Lionel est dépité. Donc là, ce serait plutôt un putain. C'est ça qu'il faut voir. C'est est-ce que vous voulez donner des indications à vos comédiens ou comédiennes, ou est-ce que vous voulez qu'ils devinent par eux-mêmes l'humeur. Mais par contre, s'il est en colère, s'il est triste, s'il est dépité, comme par exemple ici, précisez-le. Mais ça, c'est libre à chacun, parce qu'encore une fois, je sais que tout le monde ne le fait pas forcément. Des fois, il y a des acteurs qui aiment pas trop, c'est parce qu'en fait, on leur dit déjà ce qu'ils doivent jouer, comment ils doivent jouer. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à le mettre parce que c'est même pour me souvenir, moi, dans quel état émotionnel est mon personnage. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les différents éléments, parce que vous voyez, finalement, c'est très simple. On a scène-séquence ici, on a action, on a personnage, on a indication, et on a le dialogue. Voilà. Ça, c'est vraiment la constituante d'un scénario. Il n'y a pas plus de choses. Alors, je sais qu'ici, vous allez voir d'autres trucs apparaître, mais honnêtement, on n'a pas vraiment d'utilisation. Parce que valeur de plan, par exemple, qui est présent ici, bah, vous mettez pas des valeurs de plan dans un scénario. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi il est là.
Je pense que c'est plus pour quelqu'un qui ensuite a déjà écrit son scénario et il veut mettre des indications déjà de jeu, de technique pour se le noter soi-même. Mais c'est vrai que quand vous allez envoyer votre scénario, les valeurs techniques, il ne faut pas qu'elles soient présentes parce que déjà ça parasite énormément la lecture et c'est quand même à destination des acteurs, actrices. Donc en plus, ça a pas vraiment de place. Pareil pour transition, vous pouvez le mettre, mais en fait, vous pouvez utiliser transition si vous faites par exemple un fondu au noir, mais pour moi, c'est vrai que ça, c'est plus aussi finalement des éléments techniques. C'est plus propre au montage. Voilà. Et pareil, texte, moi j'ai compris que visiblement, c'est quand il y a un personnage qui lit un texte. Donc là, c'est vrai qu'on peut utiliser le document texte si on veut voir par exemple ce qui est présent sur le journal. On veut préciser au spectateur qu'est-ce qu'il y a sur le journal. On voit qu'il y a des très mauvaises informations. On ne le devine pas forcément directement par le personnage, donc on va lire le texte. Donc là, vous cliquez sur texte et vous marquez ce qu'il y a justement sur le journal. Ensuite, bien sûr, votre film, une fois qu'il va avoir plusieurs scènes, plusieurs séquences, vous allez voir que ici va apparaître à gauche les différentes scènes qui vont se suivre les unes après les autres. Parce que là, si par exemple, je fais une nouvelle scène, je vais mettre scène 2. Là, ça se passe par exemple dans le salon de Lionel. On est toujours de nuit parce qu'il n'a pas mis 3 plombes pour rentrer chez lui. Et là, comme vous pouvez voir, de nouveau, vous avez une nouvelle scène qui s'est créée ici, avec la numérotation. Alors là, forcément, le scénario, il prend pas beaucoup de place, donc là, c'est facile de basculer d'une scène à l'autre. Mais par exemple, quand vous allez devoir modifier des scènes et que vous allez devoir remonter tout le scénario pour retrouver à quelle scène ça correspond, bah là, au moins, vous aurez plus facilement l'accès aux scènes concernées. Voilà. Quand vous cliquerez dessus, ça vous amènera directement en début de scène. Donc voilà, pensez à utiliser ça, c'est assez pratique si vous voulez modifier juste une scène en particulier. Une fois que vous avez écrit votre scénario, il va falloir le mettre en forme. Alors déjà pour commencer, vous allez vous rendre dans les petits éléments qui sont présents en bas et vous allez vous rendre à la section page de titre. Donc là, vous arrivez justement sur la page de garde, celle qui sera présente en début de scénario, et vous allez mettre le titre de votre film. Alors, on va pas tergiverser pendant des heures. Trouver un titre, c'est toujours un enfer. Si vraiment vous n'avez pas d'idée de titre, vous mettez un titre random. Moi, je vais l'appeler putain, parce que du coup, il a dit putain dans l'histoire. Donc oui, je sais, c'est très grossier. Ensuite, vous utilisez, vous marquez le nom de l'auteur. Donc là, c'est vous. Donc là, je vais mettre mon nom. D'ailleurs, ils auraient pu mettre auteur-autrice, mais bon. On n'est pas encore trop dans l'inclusif d'après ce que je vois. D'après, c'est si vous basez sur un roman ou sur je sais pas, un jeu vidéo ou d'un autre média. Je vous conseille de pas trop le faire parce que vaut mieux faire des films originaux, on va dire. Donc, ensuite, on arrive sur la partie copyright. Alors, je sais que ça paume pas mal les gens, la partie copyright. Et pourtant, c'est est-ce que votre film est protégé, oui ou non? Ça, c'est une vraie question parce que, mine de rien, il faut protéger vos scénarios. Alors, on n'est pas forcément tout de suite dans un esprit de vente, on n'est pas dans un long métrage, parce que le court métrage, il y a peu de vols de court métrage, par contre, il y a beaucoup de vols de long métrage. Mais sachez que vous pouvez quand même protéger vos scénarios. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Google et vous tapez dépôt SACD. Alors, c'est quoi SACD? C'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Voilà. Bon, ils ont un peu mis plein de gens ensemble d'un coup, voilà. Mais sachez que la SACD va vous protéger en cas de vol d'un scénario. Donc ça, bien sûr, vous le faites que si vous avez déposé votre scénario et s'il est terminé. Parce qu'un dépôt, vous ne pouvez pas le modifier. Une fois que vous avez déposé votre scénario, c'est comme s'il était dans un coffre et vous n'avez plus le code. Donc vous ne pourrez pas le changer après coup. Alors il faut savoir qu'un dépôt unique pour 5 ans de protection, oui, parce que c'est limité dans le temps, c'est pas genre, c'est pas illimité, c'est pendant 5 ans. Ça, c'est la règle à la SACD. C'est à peu près l'équivalent de 15 euros. Voilà. Et après, il faut renouveler tous les 5 ans à hauteur d'une dizaine d'euros. Voilà. C'est à peu près les prix que ça coûte. C'est pas non plus excessif, mais ça reste un budget. Donc après, il faut savoir que votre scénario, il sera toujours à la SACD, mais si vous ne renouvelez pas, le film sera toujours, on va dire, chez eux, mais si quelqu'un vous le vole, il sera plus protégé. De toute façon, vous êtes averti par mail quand vous arrivez à expiration de votre licence, enfin de votre protection de scénario. Voilà. Alors pourquoi faire ça? Bah justement parce que la SACD est un organisme qui va défendre vos droits.
C'est-à-dire que là, pour le coup, si on vous vole votre scénario, vous savez pas, par exemple, à qui vous adresser, parce que bon, bah, vous n'allez pas aller à la police pour un vol de scénario. Pourtant, ça reste un vol, hein, mine de rien, c'est de la propriété intellectuelle, et ça représente quand même un vol. Mais la SACD va vous défendre directement. C'est un organisme qui va prendre votre défense. Sachant que vous ne pouvez pas protéger une idée. Vous ne pouvez pas marquer, par exemple, tous les films qui se passent dans un parc avec des dinosaures, bah, ça n'appartient qu'à moi. Bah non. Bah, tout le monde peut faire des films avec un parc et des dinosaures. Là, dans la partie copyright, vous allez pouvoir noter le fameux numéro SACD. Voilà. On vous donne un numéro. Ça correspond à un numéro de dossier. Et donc, ça montre aussi aux gens qui vous lisent que le film est protégé. Qui peut peut-être dissuader certaines personnes qui seraient tentées de vous le voler. Donc ça, c'était pour le copyright. Maintenant, on va pouvoir passer sur les informations de contact. Donc ça, c'est très simple. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail. Voilà, toutes les informations nécessaires pour contacter l'auteur en cas de questions, par exemple, qu'il pourrait avoir sur le scénario. Une fois que vous avez terminé votre page de garde, donc votre page de titre, vous allez pouvoir justement passer sur la mise en forme PDF qui est présent juste ici. Donc là, vous cliquez en bas, à côté de scénario, sur la mise en forme PDF. Donc là, vous avez ce petit message de... Comment dire ce message d'information. Donc ça, en fait, vous l'aurez à chaque fois. À chaque fois que vous faites une mise en forme, vous aurez toujours ce petit texte qui apparaît. C'est juste pour vous prévenir que vous pouvez payer, voilà, pour une version un peu plus supérieure. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de payer parce qu'en fait, vous avez juste à cliquer sur Dismiss ici. Et en fait, ça ne changera rien. Vous aurez toujours le scénario. Vous n'aurez pas un gros watermark qui apparaît sur votre scénario. Non, non. Vous avez vraiment votre scénario tel que vous l'avez écrit. Il n'y a pas de différence si vous n'avez pas payé le logiciel. Voilà. C'est plus pour avoir quelques petites features supplémentaires, mais qui n'est pas nécessaire, on va dire, dans un scénario de base. Donc là, vous cliquez sur Dismiss. Et là, vous avez la mise en page de votre scénario. Une fois que vous avez justement fait la mise en forme, vous voyez que ici est apparu un petit élément qui s'appelle enregistrer le PDF. Vous cliquez là-dessus et là vous enregistrez votre PDF, donc votre scénario quelque part. Il faut savoir que vous n'allez pas envoyer votre scénario en format Celtx parce que si la personne n'a pas Celtx, elle ne peut pas lire votre document. D'où l'intérêt de l'envoyer en PDF parce que le PDF vous pouvez le lire partout. Maintenant que vous avez enregistré votre PDF, il va falloir aussi enregistrer votre projet Celtx. Là, pour ça, bah, rien de plus simple. Vous cliquez sur Fichier, vous allez dans Enregistrer sous, et vous enregistrez. Alors moi, souvent, j'enregistre le projet Celtx dans le même document que le projet que j'ai mis en PDF. Voilà, moi, j'enregistre comme ça sauvegarde, et c'est tout bon. Voilà, ça, c'est vraiment l'utilisation standard d'un scénario. Si vous voulez revenir sur votre scénario, bien sûr, vous cliquez toujours en bas sur Scénario et vous revenez sur votre scénario. C'est très clair, il n'y a plus qu'à se lancer. Bah oui, clairement, lancez-vous. N'hésitez pas à vous lancer même dans des films de science-fiction. Parce que clairement, oui, vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, qui a les moyens de produire un film de SF en France c'est très compliqué. Oui, mais c'est pas grave. Parce que si vraiment l'histoire vous plaît, il ne faut pas hésiter à l'écrire. Et après, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir le sortir tout de suite. Moi, j'ai sur mon ordinateur, j'ai plein de scénarios. Je sais très bien que je ne vais pas pouvoir les faire maintenant. J'ai même une série que j'ai écrite. Je sais très bien que c'est pas le moment de la sortir. Mais je l'ai écrit parce que j'avais besoin que ça sorte. J'avais besoin justement de le faire, quoi. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent et présente ce soir. Et on se retrouve du coup pour un prochain tuto. Allez, très bonne soirée et à bientôt. Salut!